Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris ce jour de mars 2022. Ou plutôt, si, un ras-le-bol, car je ne comprenais pas à quel jeu jouait la cour de justice de Mytilène sur l'île de Lesbos en Grèce. Ou alors, je le comprenais trop bien. En tout cas, d'un seul coup, quand j'ai vu la présidente du tribunal sortir du palais de justice, je me suis mise à courir derrière elle. Un membre de la sécurité privée m'a emboîté le pas, il m'a saisi par le bras, il m'a arrêté net. Je voulais juste parler à cette femme qui venait d'ajourner le procès de 3 migrants alors qu'ils étaient enfermés en prison, peut-être à tort. En tout cas, c'est ce qu'ils clamaient et c'est sur quoi la justice devait trancher. Je m'explique. Si je suis à Mytilène en mars 2022, c'est parce que je suis 2 procès. L'un est celui de Mohamed Hanad Abdi, un migrant condamné en première instance à 142 ans de prison. L'autre est celui d'Aki Razouli et d'Amir Zahiri, qui étaient tous les deux sur la même embarcation et qui ont été condamnés, eux, à 50 ans de prison. Alors, de quoi ces 3 hommes étaient-ils fautifs ? Tous les 3 ont piloté une embarcation entre la Turquie et la Grèce. Pourtant, ils avaient juste voulu sauver des vies. La leur, celle de leur famille et celle des passagers du Rafio sur lequel ils tentaient de gagner la Grèce. Commençons par l'histoire de Mohamed Hanad Abdi, un Somalien né en 1993, que l'on voit sur cette photo prise par Stelios Kouloglou. Mohamed a dû fuir son pays natal après avoir subi un mariage forcé, après avoir été blessé lors d'un attentat perpétré contre son oncle par un groupe terroriste islamiste somalien Al-Sahab, et après avoir été renié par sa famille. Alors il se rend en Turquie en avion. En décembre 2020, à Izmir, il trouve un passeur et paye 450 € pour une traversée vers la Grèce. Sur le bateau, ils étaient 34. Au bout d'un moment, le passeur quitte le bateau, comme on peut le voir sur ce dessin de Jeff Pourquier, issu de notre enquête publiée dans la revue Dessinée. Mohamed prend la barre sans savoir piloter. Les migrants préviennent les gardes-côtes turcs. Mais ce sont les gardes-côtes grecs qui les arrêtent. L'eau avait déjà envahi le bateau. 2 des migrants étaient passés par-dessus bord sans que les passagers ne s'en rendent compte. Les avocats, d'ailleurs, ont récolté des témoignages de survivants qui tous livrent la même version et confirment que Mohamed les a sauvés. Pourtant, lorsque l'embarcation est stoppée par les gardes-côtes grecs, Mohamed Hanad Abdi est arrêté. Le 13 mai 2021, le procès en première instance est à charge. Aucun des autres passagers n'est appelé à témoigner. Et après une audience de 45 minutes environ, mais une délibération d'1h30, le verdict tombe, 142 ans de prison pour Mohamed. Je voudrais maintenant vous parler d'Akif Razouli et d'Amir Zahiri. Ces 2 hommes, jeunes, au corps sec, ont été incarcérés à peine débarqués sur une plage de Lesbos le 12 mars 2020. Ils ont beau clamer leur innocence, la justice grecque les a accusés d'entrée illégale sur le territoire, d'aide à l'entrée illégale de tierces personnes et de mise en danger de la vie d'autrui. Chacun a écopé de 50 ans de prison. Mais pourquoi ont-ils tenté cette traversée vers la Grèce ? En Afghanistan,
Amir et son épouse, Fatima, sont pourchassés par les talibans. Alors, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour payer le voyage vers l'Europe avec leur fille Zara, âgée de 7 ans à l'époque. Zara, Amir et Fatima, enceintes de plusieurs mois, se rendent en Turquie. Là, un passeur leur promet, contre 2 500 € pour un couple avec un enfant, de les amener sains et saufs sur une île grecque, porte d'entrée vers l'Europe, où ils pourraient déposer une demande d'asile. Ils sont embarqués sur un bateau avec quelques dizaines d'autres migrants. C'était la première fois qu'ils voyaient la mer. Ils avaient la peur au ventre. Personne ne savait conduire un bateau. Mais au bout de quelques mètres, le passeur les lâche et saute sur un autre bateau. Il ne restait aux migrants qu'une seule solution, prendre la barre, un geste évidemment inconnu pour eux. Amir Zaheri s'y colle pour sauver le groupe. Au cours de la traversée, Akif Razouli pilote également le Rafio. Depuis leur téléphone portable, les exilés envoient des messages de détresse. Une fois sur place, les gardes-côtes grecs commencent par attaquer l'embarcation pour la repousser vers les eaux turques. Mais lorsque ce bateau menace de chavirer, les gardes-côtes finissent par secourir les migrants à bord. À l'issue du premier procès, ils sont condamnés à 50 ans de prison chacun. Face à l'injustice de leur peine, ils font appel, épaulés par des associations, et un comité de soutien se forme sous l'impulsion de Stelios Kouloglou, qui interviendra d'ailleurs bientôt. Stelios Kouloglou est alors député grec au Parlement européen et siège dans les rangs de la gauche. Quoi qu'il en soit, revenons aux histoires de ces 3 exilés. Un petit détour par la loi s'impose pour comprendre les verdicts qui leur sont tombés dessus en première instance. Les juges s'appuient sur une loi grecque de 2014, la loi 4251, et plus précisément son article 30. Que dit cet article ? Toute personne qui tient la barre est considérée comme passeur. Elle écope d'une peine de 15 ans par personne transportée et de la prison à vie pour chaque personne morte lors du trajet. Bref, en mars 2022, au tribunal de Mytilène, j'avais l'impression que la présidente avait décidé de ne pas rendre la justice. Et à l'issue des procès ajournés sans cesse, il y avait un sentiment de gâchis, mais aussi de profonde injustice par rapport à la situation de ces exilés d'abord. Ils sont condamnés sans avoir commis d'autre faute que de sauver des vies humaines. Mais en plus, ils ne peuvent pas témoigner. Le premier procès en appel de ces 3 exilés devait se tenir initialement le 17 mars. Il est repoussé au 18 mars. Puis le 18 mars, il est repoussé au 7 avril. Puis finalement, il se tiendra le 8 décembre 2022. Leurs histoires, ces 3 exilés ne pourront donc les raconter qu'en décembre. Ils ne pourront donc se défendre qu'en décembre 2022. Ensuite, ce que l'Union européenne leur fait vivre est inhumain. Ces peines empêchent aux migrants de soigner leur traumatisme. Tout cela se bouscule dans ma tête quand je me mets à courir après la présidente du tribunal. Le journaliste peut parfois avoir un sentiment d'injustice ou de révolte. Je crois que c'était le cas. Alors que l'agent de sécurité me prend le bras et tente de m'empêcher de parler à la présidente dans une scène un peu ubuesque, je lui rétorquai qu'il était de la sécurité privée et qu'il n'avait pas le droit d'intervenir dans la rue. Je dois le reconnaître, la présidente a demandé à l'homme de me laisser tranquille, mais elle n'a pas répondu à mes questions et d'ailleurs, elle n'y répondra jamais
quand j'essayais de lui parler à une autre reprise. Comme je suivais également d'autres procès, je comprends qu'il y a une condamnation systématique et une absence d'écoute des migrants au tribunal. Le système est défaillant, il n'y a pas d'interprétariat, les reports des procès en appel sont incohérents et incompréhensibles, et tout cela aboutit à des condamnations démentielles. Parallèlement, et à juste titre, de nombreux journalistes travaillaient sur les pushbacks perpétrés en Grèce. Les pushbacks, ce sont des renvois illégaux d'embarcations de migrants commis en mer. On envoie hors de ces eaux territoriales ces bateaux pour ne pas avoir à prendre en charge les personnes qui sont à bord. Le sujet est très grave, mais quasiment personne n'enquêtait sur les procès, et encore moins dans une optique comparée. C'est pourquoi je me suis posé la question, mais comment cela se passe-t-il ailleurs ? J'ai appelé Taïna, avec laquelle j'avais déjà échangé sur les questions migratoires, et je voulais savoir si elle aussi, elle avait rencontré ce genre de cas. La première fois que j'ai pris conscience du sort des capitaines, c'était en 2016, en Sicile. J'étais en train d'enquêter sur un naufrage qui avait eu lieu un an avant, avec plus de 800 morts. Et c'est là que j'ai rencontré le substitut du procureur de Catane, Andrea Bonomo. Il s'occupait de cette affaire. Il m'a expliqué alors qu'il ne parvenait jamais à atteindre les vrais responsables du trafic, donc ceux qui organisent le voyage et qui encaissent l'argent. Parfois, il avait des noms. Il avait même des numéros de téléphone, mais ces personnes étaient toutes à l'étranger dans des pays comme la Libye ou l'Érythrée, donc impossibles à atteindre. Alors il devait poursuivre les capitaines. Il m'a dit, ce sont des passagers comme les autres, des gens qui n'ont pas les moyens de payer et qui s'acquittent du prix en conduisant le bateau. Moi, je ne m'étais jamais posé la question comme ça. Quelques jours plus tard, toujours en Sicile, j'assistais à un débarquement au port de Pozzallo. J'ai vu alors 2 passagers mis à l'écart, puis embarqués par la police. Un interprète sierra-léonais qui travaillait pour la police m'a par la suite expliqué que son rôle à lui était de trouver les témoins qui désigneraient les capitaines. Puis en 2021, je me suis rendue aux Canaries. J'ai rencontré Chema Santana, qui est chargé des migrations du gouvernement canarien, et il m'a parlé des prisons des îles. Il m'a dit que les prisons étaient surpeuplées parce que remplies de capitaines de bateaux. Pour moi, le déclic est là, à ce moment-là. Cette histoire n'est donc pas simplement une histoire italienne, elle est donc aussi espagnole et grecque, et elle s'avère être aussi britannique. Quand Fabien m'appelle, je sais donc tout de suite de quoi il parle. La décision est prise rapidement. Nous allons solliciter une bourse auprès de Journalism Fund Europe. Pourquoi une bourse ? Parce que nous sommes pigistes et que c'est la seule solution pour faire cette enquête qui va couvrir 5 pays. Alors, en juillet 2023, je me rends en Italie, en Sicile plus précisément. Grâce à une association, je rencontre Ousmane, dont je précise que c'est un prénom d'emprunt. En réalité, les exilés ont du mal à parler. Raconter leur histoire fait ressurgir des moments douloureux, traumatisants. Ousmane accepte. Il me parle d'abord dans un café, comme on le voit ici sur le dessin de Jeff Pourquier. Ousmane n'a rien oublié des dates ni des enchaînements. Il me confie. Nous avons été sauvés en mer le 21 octobre 2022. Le 29, j'étais en prison. Le jeune homme y a passé 6 mois après avoir survécu à un naufrage. Son parcours ressemble à celui de nombreux jeunes Sénégalais qui fuient leur pays. Ils n'y ont à leurs yeux aucun avenir. Alors Ousmane quitte l'Afrique subsaharienne en payant des coxeurs. Les coxeurs, ce sont des passeurs, des policiers à chaque frontière. En octobre 2022, en Tunisie, il monte dans une embarcation qui, avec 40 personnes à bord et un moteur de seulement 25 chevaux, peine à avancer. Le capitaine semble ne pas savoir diriger. Au second jour de la traversée,
le moteur a un problème de bougie. Quand il me livrait son récit, Ousmane a eu cette phrase « C'est à cause de cette bougie que je suis allé en prison ». Pourquoi ? Ousmane est venu à la rescousse pour bricoler une réparation. Mais le capitaine s'endort. Ousmane, qui a déjà montré sa débrouillardise, est pressé par d'autres passagers à barrer. Il le fera. Quand l'essence manque, certains proposent d'utiliser les fonds de bidon. Et là, c'est la catastrophe. Le moteur explose et le feu se propage à bord. Il y a 7 morts, 3 brûlés, 4 noyés. Ousmane m'a raconté des scènes, comme celle-ci. J'ai sorti un enfant de l'eau, sa peau se détachait des os. Quand les gardes-côtes italiens arrivent sur la zone, ils transfèrent les survivants à Lampedusa, une île proche de la Sicile. Ousmane est accusé d'être le capitaine et le mécanicien sur la base de témoignages d'autres passagers. Après 6 mois de détention provisoire et plusieurs audiences, il sera acquitté faute de preuves suffisantes. C'est le moment d'écouter Ousmane. Il a accepté de témoigner sur ce qu'il a vécu, sur son arrestation, son emprisonnement, son procès. D'ailleurs, était-il au courant qu'il risquait une peine quand il a pris la barre ? Je ne savais pas ça. Je n'ai même pas pensé à ça parce que j'ai pensé automatiquement à notre vie. Et comme on est dans un problème aussi, qu'il y avait mon ami qui est passé, premier de moi dans ce bateau-là, qu'il a eu des problèmes sur la route. Et jusqu'à présent, on n'a pas son information s'il est mort ou il est vivant depuis ce temps-là. Donc, moi, quand on était dans ce bateau-là et le capitaine a refusé de conduire ce bateau, moi, automatiquement, j'ai pensé à mon ami-là. Donc, pour ne pas être comme lui aussi, j'ai risqué de prendre ce bateau pour sauver ma vie et la vie des autres. Mais je n'ai pas pensé à une condamnation ou bien. Non. Est-ce que quand tu étais arrivé donc dans ce commissariat de police, de ce que je comprends, hein, tu as été amené dans un commissariat de police, est-ce que l'interrogatoire s'est bien passé ? Oui, quand on est arrivé, par exemple, une femme marocaine, c'est elle qui m'a traduit en français. Donc, elle m'a demandé si toi, tu sais pourquoi tu es là. Je dis, je ne sais pas. C'est ça que je voulais savoir. Donc, elle m'a demandé que tu es là parce que c'est toi qui as conduit votre bateau et en plus, tu es aussi le mécanicien de votre bateau. Comment s'est passé le procès ? Est-ce que tu peux me raconter rapidement, s'il te plaît ? Ils m'ont dit que je vais faire 24 heures pour parler avec le juge. C'est comme ça qu'ils m'ont dit, mais on a fait là-bas plus de 2 mois ou 3 mois sans parler avec lui. Mais le premier jour qu'on est arrivé là-bas, c'est le lendemain qu'on m'a dit que tu vas parler avec ton avocat. Mais l'avocat aussi n'était pas venu là-bas. Je n'ai pas parlé avec lui jusqu'à 2 mois ou bien 3 mois. Je l'ai dit à mon premier audience. Il n'était pas venu me rendre visite. Je ne l'ai pas vu. Donc c'est le premier audience que je l'ai rencontré. Mais je n'ai jamais parlé avec lui avec téléphone ou quoi. Ousmane nous dit très bien comment il a été dénoncé alors qu'il a tout fait pour sauver des vies. Il explique aussi très bien comment il a passé des mois en prison suspendu à la décision de la justice. Selon l'association des droits de l'homme Borderline Europe, qui travaille aux frontières de l'Union européenne et suit des cas comme celui d'Ousmane, 1100 personnes peupleraient les prisons italiennes, accusées ou condamnées
pour aide à l'immigration illégale. En Sicile, j'ai également rencontré Antonio Balsamo, le procureur général adjoint de la Cour suprême de cassation italienne et ancien président du tribunal de Palerme. Lors d'un entretien en juillet 2023, il m'a expliqué la politique italienne. Je le cite. « Notre objectif est de démanteler les réseaux et de comprendre si les personnes ont été forcées à conduire le bateau. Les peines lourdes ne visent que le trafic humain. » Voilà ce qu'il a dit. Pour les procureurs et pour les juges, la tâche est plus difficile avec la nouvelle loi sur l'immigration votée depuis l'arrivée de Giorgia Meloni à la tête du gouvernement. Giorgia Meloni dirige, vous le savez, le parti Fratelli d'Italia, un parti d'extrême droite, populiste, fascisant. Elle alourdit les peines pour les passeurs comme s'il fallait absolument trouver un coupable. Un avocat à Palerme, Fulvio Vassallo Paleologo, m'a également expliqué lors d'un entretien, toujours en juillet 2023, je le cite, « En cas de naufrage, la police arrête 3 ou 4 personnes présumées coupables. S'il y a des morts, elle réalise même des emprisonnements préventifs. » En Espagne, la mécanique est exactement la même. L'article 318 bis du Code pénal espagnol punit l'aide à l'immigration irrégulière par des peines pouvant aller jusqu'à 8 ans de prison. La loi considère comme une circonstance atténuante le fait que l'auteur de l'infraction, donc le capitaine dans notre cas, soit lui-même en train de migrer. La peine est alors de 2 à 4 ans de prison. Les accusations sont basées sur des témoignages d'autres passagers, exactement comme en Italie. En Espagne, ces passagers qui collaborent avec la police bénéficient alors d'un statut de témoin protégé. Ce statut leur donne droit à un permis de séjour et de travail en Espagne. D'ailleurs, parfois, ça peut poser de sérieux problèmes, comme nous l'explique l'avocat Daniel Arencibia, qui vient de publier une étude sur tous les jugements concernant les capitaines dans ce pays. El Tribunal de Justicia de Murcia y distintos tribunales en España han venido diciendo que es un modus operandi habitual, que el propio patrón y la persona más vinculada con la organización del viaje, nada más llegar para quitarse responsabilidades, acabe señalando a cualquiera de los pasajeros como patrón. Por eso los tribunales, tanto europeos como nacionales, están exigiendo que para considerar que la culpabilidad de alguien no valga solo con la declaración de testigo protegido, sino que sea necesaria alguna prueba objetiva más. Una huella dactilar, una transferencia bancaria, un mensaje en un teléfono móvil. Lo que ocurre con los teléfonos móviles es que no se respeta los principios legales que obligan a una asistencia legal y a un consentimiento informado del detenido antes de acceder al contenido de su teléfono móvil. Frontex, o la policía, está requisando de manera ilegal, sin autorización judicial en la mayoría de los casos, los teléfonos móviles. Accede a su contenido sin consentimiento informado por parte de los detenidos. De manera que todas las pruebas así obtenidas son ilegales. La defensa de los patrones tiene enormes dificultades, porque el procedimiento es que se toma declaración al testigo que acusa en el mismo momento de llegar. Al acusado se le mete en la cárcel provisional por un periodo que puede llegar incluso hasta los 2 años, y 300 días más tarde es el momento en el que al acusado se le ofrece un pacto para evitar el juicio y evitar el análisis de todas las pruebas. En ese momento al acusado se le dice, oiga, usted puede quedarse en la cárcel solo hasta alcanzar los 3 años, si usted reconoce los hechos y evitamos un juicio, o nosotros pediremos que usted vaya a la cárcel hasta 8 años, si usted insiste en sus pruebas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el 80% de los acusados entienden que no van a tener mecanismos para poderse defender. El 80% de los acusados acaba, aunque se considera inocente, acaba diciendo, sí, yo hice los hechos que la fiscalía describa, yo me considero culpable, a cambio de que la pena no exceda los 3 años. Es habitual que los propios testigos y los acusados digan que tienen los números de teléfono y conocen los nombres de los organizadores de los viajes.
saben quiénes son los verdaderos culpables, saben quiénes son los que están enriqueciendo con estas actuaciones. La policía y la fiscalía saben que quienes vienen en las embarcaciones no son los organizadores criminales, no son los que se están enriqueciendo. Comme l'a dit Daniel Arencibia, et comme me le disait déjà Andrea Bonomo, le substitut du procureur de Catane, en Sicile, la police, tout comme le parquet, ont renoncé à chercher les vrais organisateurs. L'histoire de Fodé est très éclairante à ce sujet. Fodé est arrivé aux Canaries en décembre 2021, dans une pirogue partie de Gambie et qui transportait 105 personnes. À l'arrivée, Fodé est accusé avec 7 autres personnes d'avoir participé à l'organisation de la traversée. Selon l'acte d'accusation, ils auraient piloté le bateau, tenu un GPS, distribué de la nourriture ou de l'eau, ou encore indiqué à des passagers où s'asseoir. Or, toutes ces actions peuvent être considérées comme une participation à l'organisation de la traversée. Fodé, lui, aurait tenu de la barre et distribué de la nourriture. À leur arrivée, les accusés sont placés en détention provisoire. 9 mois plus tard, ils sont présentés au juge. À l'audience, 2 des 4 témoins sont présents et reviennent sur leur première déclaration. Ils expliquent qu'ils n'avaient pas bien compris les questions de la police, qui étaient interprétées en français et non dans leur langue maternelle. L'un des témoins dit « Quand on nous a montré les photos, on a pensé qu'il fallait désigner les personnes dont on savait qu'elles étaient sur le bateau avec nous. » L'autre témoin explique pour sa part que le réel organisateur du voyage était bel et bien dans le bateau, sauf que personne ne l'a désigné comme tel. Fodé m'a confirmé cette version. Face aux contradictions des témoins, la juge finit par acquitter les accusés. Ils sont relâchés et se retrouvent à la rue. Grâce à l'aide de personnes solidaires, ils finissent par être accueillis dans un foyer. Quand j'ai rencontré Fodé en mars 2023, il attendait de pouvoir rejoindre le continent pour y chercher du travail. Il me disait ceci. Je viens de l'intérieur du Sénégal. Je n'étais jamais monté sur une pirogue avant la traversée. Comment j'aurais piloté? Pour la nourriture, oui. Une fois, j'ai partagé mes provisions avec l'homme assis à côté de moi qui n'avait, lui, plus rien à manger. Ça mérite de passer 9 mois en prison? Le ministère de l'Intérieur espagnol que j'ai contacté m'a affirmé que sur les îles Canaries, 202 personnes ont été arrêtées en 2021, 86 en 2022 et 147 en 2023, toutes accusées pour des faits similaires à ceux reprochés à Fodé. Comme nous l'a expliqué tout à l'heure Daniel Arencibia, la plupart de ces accusés décident de reconnaître les faits pour bénéficier d'une réduction de peine et surtout pour être fixés sur la date de leur sortie de prison. C'est ce qui est arrivé à Ali, accusé d'avoir piloté un bateau depuis Mbour au Sénégal en novembre 2020. Il a été condamné à une peine de 3 ans. 5 passagers sur les 90 que transportait la pirogue avaient témoigné contre Ali et 2 co-accusés. Ali lui-même dit qu'il avait payé son voyage comme tout le monde, 400 000 francs CFA, donc environ 600 €, une somme qu'il dit avoir versée à un intermédiaire. La traversée a duré 9 jours. Ali explique que quand la mer est devenue houleuse, il a aidé à tenir la barre parce qu'il est pêcheur et qu'il connaît donc la mer. Il me dit aussi que pendant la traversée, il a organisé les prières et aussi la distribution de la nourriture pour que tout se passe dans le calme, disait-il. Toutes ces actions vont être retenues contre lui dans l'acte d'accusation, un acte qui lui est présenté après 8 mois de détention provisoire. Ali me raconte ceci. L'interprète m'a dit que si je signais, je prendrais 3 ans dans une prison où je pourrais travailler. Si je ne signais pas, ce serait 6 ans sans pouvoir travailler. Je suis venu en Europe pour travailler. J'ai 2 petites filles, alors j'ai signé. L'avocate canarienne Loueila Sidarmendiaye a défendu plusieurs personnes accusées d'être des capitaines. Elle dit que la détention provisoire est une arme psychologique. Si les accusés étaient en liberté conditionnelle et non en détention, la situation serait totalement différente. Ils auraient la force de se battre. Elle dit, là, le système fonctionne de manière à satisfaire les statistiques de la police et de la justice. On arrête et on condamne les trafiquants et tout le monde est content.
J'ai aussi interrogé la procureure de Las Palmas, Teseida Garcia Garcia, en charge du droit des étrangers. Elle m'a confirmé que la quasi-totalité des prévenus plaident coupables quand l'acte d'accusation est formulé. Elle n'est pourtant pas dupe de la réalité. Lorsque je la rencontre en mars 2023, elle me dit ceci. « Nous savons que les capitaines ne sont pas forcément des professionnels, mais des migrants comme les autres, qui ont payé moins ou qui bénéficient d'un autre privilège sur le bateau. Dans ce genre de situation, le parquet considère que la peine juste est de 3 ans de prison. En cas de décès à bord, la personne sera poursuivie pour homicide involontaire, punie d'1 à 4 ans de détention selon le code pénal espagnol. » La procureure justifie ce fonctionnement par le fait qu'en dessous de 2 ans, la peine pourrait être aménagée. Donc la personne n'irait pas en prison. Selon elle, le message vers la société espagnole et européenne, mais aussi vers les pays de départ, serait alors qu'on peut s'en sortir sans rien. La procureure me confirme également que les condamnations sont en général basées sur des témoignages d'autres passagers, recueillis pendant les 72 heures que les personnes passent dans un centre d'accueil temporaire géré par la police. Dans ces centres, comme le disait tout à l'heure Daniel Arencibia, il n'y a pas que la police espagnole, il y a aussi des agents de Frontex. Alors, pour rappel, Frontex est l'agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes. Ce sont ces agents de Frontex qui font les tout premiers entretiens à l'arrivée et qui ensuite communiquent les informations à la police nationale. Selon l'agence, ces entretiens, qu'on dit de débriefing, sont toujours volontaires et anonymes. Ils servent à récolter des informations statistiques sur les routes migratoires. En 2023, j'ai interrogé le porte-parole de l'agence, Piotr Świtalski, sur les questions qui sont posées aux arrivants. Il m'indiquait alors ceci. Ce n'est pas un questionnaire, mais une discussion libre. Nous ne pouvons pas évoquer en détail les questions posées. Il s'agit d'une information sensible que nous ne pouvons pas aborder en public. Dans le cadre de cette enquête, j'ai rencontré 10 personnes interrogées par Frontex à leur arrivée en Espagne entre 2020 et 2022. Toutes me confirment que la question de l'identité du capitaine leur avait été posée. D'ailleurs, il arrive que des personnes interrogées fassent état de pression lors de ces entretiens. C'est ce qui est arrivé à Aïcha et Ahmed. Aïcha et Ahmed sont arrivés à Almeria avec leur petite fille adoptive de 2 ans. À l'arrivée, ils ont été menacés d'être séparés de leur enfant. L'interprète leur aurait traduit que leur papier d'adoption ne valait rien en Espagne et qu'on allait donc leur prendre la petite pour la confier à une famille d'accueil. Ahmed a craqué et s'est mis à pleurer. Un homme en gilet bleu s'est alors approché de lui et l'a conduit dans un bureau. Ahmed dit lui avoir pris la main en le suppliant de ne pas leur prendre leur fille. L'homme en gilet bleu lui a alors posé des questions sur la traversée. D'où était-il parti? Combien avait-il payé? Qui avait conduit le bateau? Ahmed raconte qu'il avait tellement peur pour son enfant qu'il lui a tout dit. Immédiatement après, Aïcha est interrogée à son tour par la même personne, vêtue du gilet bleu donc. L'homme lui aurait dit « Aidez-nous et on vous aidera ». Alors Aïcha a tout raconté. Il faut savoir ici que le gilet bleu est caractéristique des officiers de Frontex. Le lendemain, Ahmed puis Aïcha ont été interrogés par la police espagnole qui leur a demandé de répéter mot pour mot ce qu'ils avaient dit la veille. Selon Aïcha, l'interprète lui aurait alors assuré que si elle disait la vérité, on ne lui prendrait pas son enfant. Pourtant, à peine quelques heures plus tard, des policiers récupèrent la fillette. Ses parents ignorent où elle est amenée. Ce n'est qu'après 4 jours de séparation et avec l'aide d'un avocat qu'Ahmed et Aïcha retrouveront leur fille dans un centre pour mineurs. Et ce n'est qu'au bout d'1 mois qu'ils comprennent, au détour d'une conversation, que leur collaboration avec la police leur donne un droit de séjour et de travail en Espagne. Ils affirment que personne ne les en avait informés avant, ni la police, ni la justice. Comme dit Aïcha, ils nous tenaient avec l'enfant. Depuis, le défenseur du peuple espagnol s'est inquiété du respect du droit des personnes lors de ces entretiens qui sont toujours menés sans la présence d'un avocat. Le couple a également déposé une plainte auprès de Frontex. Comme on l'a vu, cette mécanique est commune à tous les pays d'arrivée. Le réseau Captain Support tente de venir en aide aux personnes qui se trouvent accusées dans ces conditions.
Djed Brirmi est membre de l'association Captain Support. Il est également membre de l'équipe d'Alarm Phone, une autre association, et passe une partie de son année en mer à bord du bateau MV Louise Michel. Ce bateau est affrété par l'artiste britannique Banksy et secourt des personnes en mer Méditerranée. Bienvenue à Djed. Bon, on ne sait pas trop par où commencer dans toutes vos activités. Alors peut-être la première question serait comment, que pouvez-nous nous expliquer, pouvez-nous nous expliquer ce qu'est le réseau Captain Support, s'il vous plaît? Premièrement, désolé pour mon français, parce que sincèrement, j'ai oublié la dernière fois où j'ai fait un événement en français, mais quand même, vous m'aidez. Captain Support, c'est un réseau de plusieurs réalités dédiées à l'assistance juridique aux personnes au mouvement criminalisées pour faciliter la liberté de mouvement. Et le principe, c'est simple, et essayer de trouver des avocats, un support juridique assistant généralement invisible et lutter contre la criminalisation des personnes au mouvement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ce réseau est né? En fait, le réseau est né à Nantes 2022. On organisait un No Border Camp. On l'organise chaque 3 années, 2019-2022, et ça sera cette année aussi, en 2025. Là où il y a plusieurs réalités qui sont opérationnelles sur plusieurs routes, genre la route balkanique, la Méditerranée centrale, l'Ouest Med, Channel et la mer Égée entre la Turquie et la Grèce. Et l'idée, il y avait plusieurs réalités en fait qui essayaient de trouver des avocats, des informations pour les donner à les personnes criminalisées. Et donc, pourquoi pas on fait quelque chose ensemble, pourquoi pas on crée une plateforme comme ça, il y a un échange, parce que comme vous disiez, il y a les mêmes techniques en Grèce, en Italie, en Espagne, et maintenant aussi en Tunisie. Donc, la même technique. Et du coup, on a dit pourquoi on n'unifie pas nos efforts, et comme ça, on travaille sur ces régions-là. Et là, c'était l'idée de commencer ce projet. Et c'était aussi après, on a approché des projets ou des projets de Search and Rescue Project, des bateaux de sauvetage en mer. Et donc, ça formait comme un réseau. Donc en fait, c'est plusieurs personnes, vous l'avez bien dit, qui se sont mises ensemble. Et concrètement, comment vous agissez? Qu'est-ce que vous parvenez à faire concrètement au sein de ce réseau? Ok, je parle de la région où moi je suis actif, genre la Méditerranée centrale, pratiquement l'Italie. Et nous, on essaie d'avoir des informations sur les personnes qui sont criminalisées, les personnes qui sont en prison, ou on a ces informations généralement parce qu'on a des membres qui sont actifs lors des moments des embarcations, à Pozzallo par exemple, ou à Catane, ou parfois aussi on reçoit des informations des bateaux de sauvetage. Par exemple, Louise Michel va désembarquer à Pozzallo, et il y a, je ne sais pas, 60 personnes de Bangladesh et 2 Égyptiens. Généralement, les autorités italiennes fonctionnent comme ça. C'est 20 personnes, je ne sais pas, nationalité, genre de Bangladesh, et 2 Égyptiens. Les 2 Égyptiens sont les personnes qui ont conduit le bateau. Ils les prennent. 20 personnes syriens et un Bangladesh, on prend le mec de Bangladesh. Comme ça, c'est systématique de façon qu'ils agissent. Et de là, généralement, les départements dans ces bateaux-là, ils nous communiquent ce genre d'informations, ils nous donnent le nom, ou nous, on essaie d'aller à la préfecture et demander qu'est-ce qui se passe à cette personne. On essaie aussi de donner des informations sur les avocats, et comme ça, on commence le travail à les suivre. Et avec quels moyens vous fonctionnez concrètement? Comment vous financez ces activités? On finance avec des donations, des événements. Aussi, il y a des sponsors allemands, des genre médicaux qui est connu. Et aussi, on essaie d'aller aux grandes associations de sauvetage de mer, genre Sea-Watch, MSF aussi nous aide. Donc, on prend des fonds comme ça. Ce n'est pas beaucoup d'argent parce que pour plusieurs avocats, ils travaillent aussi, font partie du network. Ils commencent à prendre des cases. Après, ils le font sans argent. Justement, vous venez de parler des avocats.
il y a un réseau en réalité d'avocats européens qui viennent en aide ou en soutien plutôt aux migrants. Comment ce réseau s'est-il construit? Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu l'histoire de ce réseau d'avocats? Bon, les réseaux, ça a commencé avec les campagnes, parce qu'il y a des cases, dans des cas qui sont un peu connus. Par exemple, Free Pilos ou le campagne Free Hublot 3, là, ils ont pris beaucoup de visibilité. Il y a des avocats, par exemple, des ASI, des réalités structures légales en Italie, qui ont commencé aussi comme faire un lobbying entre les avocats. Et il y a aussi des avocats à l'échelle locale. Donc, c'était par contacter. Et bien aussi par les cas qu'on avait, il y a plusieurs visibilités médiatiques, aussi comme les bibliothèques, qui a connecté à d'autres avocats. Et il y avait aussi quelque chose qui est un peu... c'était un peu le mal qui a ramené du bien, parce qu'il y avait aussi des criminalisations, aussi des bateaux de sauvetage. On avait l'Iovanta case, et là, c'est un cas qui a eu beaucoup de visibilité, mais l'Iovanta, on a utilisé ce cas pour ramener de visibilité sur la criminalisation des personnes en mouvement. Ce n'était pas juste pour les bateaux de sauvetage, mais aussi ça a ramené d'autres avocats à notre case qui n'est pas inconnu, invisible complètement. Et est-ce que ces avocats travaillent ensemble aussi entre pays européens, c'est-à-dire des avocats d'Italie avec des avocats d'Espagne? Ils sont en lien? Oui, ils travaillent ensemble et sur des cas, surtout quand on va dans le cas vers le cours européen pour certains cases. Vous venez de parler de la criminalisation des bateaux de sauvetage. Donc, il y a effectivement des bateaux qui sont régulièrement arrêtés en Italie, etc. Est-ce que peut-être vous pouvez expliquer un petit peu à quel moment ces bateaux sont arrêtés? Pourquoi? Quelle est votre idée? Quelle est l'idée qu'il y a derrière, à vos yeux, de ces arrestations de bateaux? Bon, il y avait plusieurs cases, non? Plusieurs cas de détention. Par exemple, l'année dernière, il y avait plusieurs détentions parce que, par exemple, tu dis, vous conduisez plusieurs... Par exemple, je parle de Louise Michel, on a eu 2 détentions parce qu'elle disait que nous, on devait faire un seul sauvetage. Genre, tu trouves une embarcation en détresse, il y a une autre embarcation en détresse. Le gouvernement italien, Piantedosi et le ministère de l'Intérieur, il veut que toi, vous prenez un bateau, vous le sauvez, et l'autre bateau, on le laisse, on s'en fout. Non? Si vous le sauvez, vous risquez la détention. Pour nous, c'était la décision claire. On va faire à chaque fois le sauvetage parce que légalement, la loi de la mer, on ne peut pas laisser un bateau en détresse. Tu ne peux pas faire la sélection des bateaux, des cas en détresse. Selon le gouvernement italien, il faut le faire. Et donc ça aussi, c'est dernièrement, c'est la tendance de la détention des bateaux parce qu'on conduisait plusieurs sauvetage, ou parfois ils nous donnent des ports de sécurité qui sont trop loin. Genre, on ne peut pas arriver à ces bateaux. Genre, vous sauvez un bateau, mais il nous ramène dans un autre case de distress nous-mêmes. Donc, et ça aussi, on le refusait parce que même avec nos experts, parce qu'on a aussi une équipe d'experts, un back-office qui nous supporte, qui à chaque fois disait ça, on ne peut pas arriver là-bas, ça met le bateau en danger. Et donc, ça, pour le gouvernement italien, c'est une façon aussi une excuse pour les détentions, et on paie à chaque fois des amendes, non? Et donc aussi, ça impacte, parce qu'à chaque fois, parce que tu sens que tu es un criminel, non? En fait, vous sauvez des bateaux, à la fin, vous arrivez détention, le capitaine risque ses papiers, le bateau fouillé, on dirait nous sommes nous les criminels, non? Donc il n'y a pas que les capitaines des bateaux qui traversent la Méditerranée ou l'Atlantique qui sont criminalisés, il y a aussi les capitaines des bateaux de sauvetage qui risquent la criminalisation aujourd'hui. Exactement, mais nous, on essaie d'utiliser notre privilège de façon productive, parce qu'à la fin, un capitaine d'un bateau de sauvetage, par exemple, Sea-Watch, Louise Michel, il a plusieurs privilèges, il y a beaucoup de structures qui le supportent, et d'où, à chaque fois qu'il y a une criminalisation d'un capitaine, on essaie de mettre en relief la criminalisation des personnes au mouvement, parce que ça aussi, c'est plus important. Finalement, à vos yeux, quel est le sens de cette politique menée par les États européens, par l'Union européenne et les États européens? Bon, sincèrement, je vois pas de Vous sens. pouvez vous sentir libre. Hein. Non, je vois pas de sens, mais pour moi, la loi ici, c'est extrêmement raciste, non, et discriminatoire, non, de façon pas de sens, parce que parfois aussi, ça coûte sincèrement, parce que ici, ça coûte pour eux beaucoup d'argent, non. Ce qu'ils dépensent en cette continuité de violence de frontières, parce que la violence,
extrême, non? Ils financent les interceptions de les gardes-côtes libyennes, ils financent les gardes-côtes tunisiennes pour faire des interceptions violentes. Dès que l'arrive, vous avez parlé avant de Frontex. Frontex, il fait des interviews avec les gens qui viennent de perdre leur famille, membres de famille. Genre, comment ils ont cette sens d'une humanité. Genre, il y a un bateau de naufragés, genre 7 personnes qui sont mortes de la même famille. Tu arrives à Lampedusa, tu désembarques, tu trouves la police et les gens de Frontex qui te posent les questions. Et toi, tu as besoin d'un support, tu as besoin d'un câlin, tu as besoin de quelqu'un qui te dit tout va bien, tu as besoin d'un moment d'être seul. Et les gens sont isolés, des interviews longues et parfois aussi ils sont obligés à signer des papiers qu'ils ne comprennent même pas. Et tout ça, et ça, pour moi, c'est ça l'Europe, parce que aussi, ils présentent comme la demande d'asile. C'est impossible de demander l'asile. C'est compliqué. Sincèrement, c'est compliqué. Parfois, moi, parce qu'on a ce travail aussi de donner des conseils, expliquer aux personnes, au mouvement, l'asile. Sincèrement, c'est compliqué. Genre, 5 années, et il y a beaucoup de papiers que tu ne sais pas, et tout un parcours super, super compliqué. Et là, on essaie de dire aux gens, l'asile, c'est bien, mais en même temps, pour moi, l'Europe, c'est, je ne sais pas, c'est une finance de communauté de violence, d'interception, de pushback, comme vous disiez, de criminalisation, et c'est un monde complexe, désigné à nous limiter, non? Parce que moi aussi, je suis de l'autre bout, non? Oui, vous avez mentionné tout à l'heure la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous avez l'espoir qu'avec le travail que font les avocats en lien avec Captain Support, on arrive un jour à changer la jurisprudence sur ces questions? J'étais un peu pessimiste, mais sincèrement, je suis optimiste sur ce côté-là, parce qu'on a réussi, il y a des cas où on a réussi à, par exemple, la Cour européenne a ordonné l'Europe, genre l'Italie, de payer, je ne sais pas, 5 Tunisiens qui s'étaient détenus, déportés de façon pas légale. On a des cas aussi de 2 Sénégalais qui ont gagné contre l'Italie. Je donne toujours l'exemple d'Italie parce que là où je suis attentivement à ce qui se passe là-bas. Et du coup, je pense qu'il y a encore la jurisprudence reste un atout fort qu'on peut utiliser et on doit l'utiliser. Merci beaucoup, Diane. On pourra continuer la discussion tout à l'heure. Okay. Certaines personnes vont rester dans le pays d'arrivée, donc en Italie, en Grèce, en Espagne. Mais d'autres vont continuer la route. Donc il va y avoir d'autres frontières à traverser. Et plus il y a de contrôle aux frontières, plus les personnes feront appel à des intermédiaires qui connaissent la région et qui vont donc faciliter le passage. Pourtant, ces intermédiaires, qu'on appelle donc communément des passeurs, se retrouvent rarement devant la justice. Par exemple, à la frontière franco-britannique, la justice française poursuit surtout des personnes qui achètent des gilets ou des zodiacs, ou encore des personnes qui convoient du matériel ou des passagers vers les plages, d'où vont ensuite partir ce qu'on appelle les small boats, les petits bateaux pneumatiques. Or, souvent, ces personnes poursuivies veulent elles-mêmes traverser, comme on l'a entendu, pour l'Espagne, pour l'Italie ou pour la Grèce, et ces personnes payent une partie de leur passage de cette façon-là, en rendant service. Au tribunal de Boulogne-sur-Mer, un tiers des comparutions immédiates concernent l'aide à l'immigration irrégulière, avec souvent des personnes arrêtées en flagrant délit. En 2023, il y a eu 257 jugements au titre de cette infraction. En 2022, le chiffre était de 424 jugements, dont près de 400 dans le cadre de comparutions immédiates. Alors, assez curieusement, côté français, les capitaines de ces small boats ne sont pas poursuivis. Le procureur de Boulogne-sur-Mer, Guirec Lebras, explique pourquoi. Je le cite. « La doctrine locale en matière d'intervention, c'est que dès lors que le bateau est parti en mer, il n'y aura pas d'interpellation pour des raisons de sécurité. Un mouvement sur le bateau suffirait à mettre en danger l'embarcation. Les observations faites par les services de police et de gendarmerie montrent que les passeurs mettent le bateau à l'eau et laissent ensuite les migrants partir sans monter sur le bateau. »
Pourtant, une fois de l'autre côté, en Grande-Bretagne, ce sont précisément les capitaines qui sont arrêtés. La loi anglaise s'est d'ailleurs durcie en 2022. La nouvelle loi permet de poursuivre non seulement les capitaines, mais aussi les passagers. Les passagers peuvent être poursuivis pour arrivée illégale sur le territoire et encourent une peine maximale de 4 ans de prison. L'aide aux arrivées illégales, donc le fait de piloter le bateau par exemple, est passible de perpétuité. Entre 2022 et 2024, 30 000 à 40 000 personnes par an sont arrivées en small boats en Grande-Bretagne, selon les chiffres du Home Office. Alors vous imaginez qu'il est évidemment impossible pour la justice de poursuivre des dizaines de milliers de personnes par an. La justice se concentre donc sur les capitaines, en modulant les chefs d'accusation, tantôt pour arrivée illégale, tantôt pour aide aux arrivées illégales. Selon l'étude de la juriste Vicky Taylor de l'Université d'Oxford, entre juin 2022 et juin 2023, donc pendant la première année d'application de la nouvelle loi, 240 personnes ont été poursuivies pour arrivée illégale. Souvent, ces personnes avaient tenu la barre et n'en étaient pas à leur première tentative de traversée. Pendant la même période, 49 autres personnes ont été poursuivies pour aide aux arrivées illégales, pour avoir piloté le bateau. Selon les cas, les capitaines peuvent donc être poursuivis au titre d'une infraction ou d'une autre, avec des peines moyennes de 9 à 12 mois dans le premier cas et de 3 ans et plus dans le second. Pour l'instant, la peine la plus lourde a été prononcée le 23 février 2024 par la Cour criminelle de Canterbury à l'encontre d'Ibrahim Abba, âgé de 20 ans. Ibrahim Abba a été condamné à 9 ans et 6 mois de prison pour 2 motifs. Premièrement, pour aide aux arrivées illégales. Deuxièmement, pour 4 homicides involontaires. Le naufrage a eu lieu lors d'une traversée depuis les côtes françaises vers l'Angleterre dans la nuit du 14 au 15 décembre 2022. Le jeune Sénégalais avait piloté le bateau en échange d'un voyage gratuit. Un des morts était son ami. En Grèce, la mécanique s'est grippée avec le procès du naufrage de Pylos. Ce naufrage est l'une des pires tragédies en mer Méditerranée au cours de ces dernières décennies. Un bateau, l'Adriana, qui transportait environ 650 personnes, a coulé le 14 juin 2023 en mer Ionienne, au large de Pylos dans le Péloponnèse. 104 personnes sont rescapées, environ 80 corps sont retrouvés. Les autres exilés ont disparu en mer. Quelques jours après le naufrage, 9 jeunes sont arrêtés et placés en détention provisoire. Le procès a lieu près d'1 an après, le 21 mai 2024, au tribunal de Kalamata dans le Péloponnèse. Comme le naufrage a eu lieu dans les eaux internationales, la Cour s'est finalement déclarée incompétente. Il n'y a donc pas eu d'acquittement à proprement parler, mais un acquittement par voie de conséquence. Un autre procès est actuellement en cours au tribunal naval du Pirée cette fois. Il doit permettre de comprendre les conditions du sauvetage et du naufrage. Parallèlement, la question est portée sur la place publique avec des personnalités qui s'impliquent. L'une de ces personnalités est Stelios Kouloglou. Stelios, qui est un journaliste très reconnu en Grèce et qui a, on l'a dit, était député européen. Il a réalisé un documentaire qui s'intitule « 142 ans » sur la question migratoire. Il a porté cette question à l'échelle européenne. Stelios. Ça marche. Stelios, bonsoir. Bonsoir. Alors, Stelios, vous vous êtes particulièrement investi dans la question migratoire et dans le procès de Pylos. Au Parlement européen, vous avez invité
des rescapés et des journalistes à témoigner sur ce naufrage. Que vous ont-ils expliqué, s'il vous plaît? Bon, j'ai organisé 2 séances. Une séance à Bruxelles, une séance en Grèce, sous le titre Anatomie d'un crime. Anatomie d'un crime, anatomie d'un naufrage. Alors, les rescapés, les survivants, ont raconté la même histoire. Aussi les avocats et tout ça, même les rescapés qui étaient là, sur place, ils ont dit que pendant presque 24 heures, ils demandaient de l'aide de la part des autorités grecques, de Côte Garde grecque. Frontex était aussi au courant. Ils n'ont rien fait. Et à la fin, à 2 heures du matin, le bateau du côte de la garde grecque a essayé de tirer les bateaux qui étaient surpeuplés, ce n'était pas en bonne condition, la machine ne travaillait pas du tout, était en panne. Alors, pendant qu'ils ont essayé de tirer le bateau a coulé. Quand le bateau a coulé, les très modernes bateaux de la côte grecque, des gardes-côtes, a été éloigné 1 kilomètre sans essayer de sauver les gens qui étaient maintenant sur la mer, les survivants. Et puis, après une heure, eux, ils ont réussi à nager vers le bateau grec et ils ont été sauvés aussi par un autre bateau qui passait par là. Ça, c'est l'histoire. Il n'y a pas aucun doute que la côte grecque et le gouvernement grec est tout à fait responsable pour un crime qui est un naufrage, qui est le plus grand naufrage dans l'histoire récente de la Méditerranée. Plus de 600 personnes, on ne sait pas exactement combien, sont disparues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau grec était un bateau très moderne, financé par le Frontex et l'Union européenne. Selon la loi qui gouverne le comportement du bateau, le bateau était obligé de filmer toute l'opération pendant toute la journée et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Les vidéos ne travaillaient pas. Alors on a demandé aussi les communications téléphoniques entre les autorités à Athènes et aussi les capitaines du bateau, et aussi sont disparus. On ne le donne pas, on trouve des différentes excuses et tout ça. Ils se comportent comme des coupables qui essaient de toute façon pour que leur crime ne soit pas trouvé. Est-ce que c'est justement parce que ce bateau était financé par Frontex, comme vous dites, est-ce que c'est à cause de ça justement que vous avez décidé de porter ces questions-là devant le Parlement européen? Non, ça a commencé avant. Parce que en 2021, j'ai appris que quelqu'un, Mohamed, vous l'avez vu là, une personne somalienne,
a été condamné à 142 ans de prison. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Même les mafiosi, le chef de la mafia grecque ne sont pas condamnés à 142 ans. Alors j'ai demandé de l'autorisation d'aller à la prison où se trouvait Mohamed. Là, j'ai trouvé un type plein de dignité. Ça m'a beaucoup frappé. Il n'avait pas l'air du tout d'un trafiquant. Par contre, il était sérieux malgré son emprisonnement. Hein. Il était là déjà 2 ans dans la prison, sous les conditions très mauvaises. Hein. Alors, le directeur de la, après j'ai rencontré le directeur de la prison, a dit que, écoutez, nous avons 2 types là, ici, 2 Afghans, qui sont aussi, n'ont pas l'air de trafiquants. Vous voulez les rencontrer? J'ai dit oui. Alors, on a rencontré. Fabienne était là, parce que on a rencontré les 2 types qui étaient absolument évidents, qui n'avaient rien à faire avec le trafic et tout ça. L'un était, comme vient de le dire Fabienne, et il était avec sa femme qui était enceinte et sa fille qui avait 5 ans à l'époque. Alors, parfois, on prend la famille au travail pour voir, mais pas si on fait des trafics pendant la nuit sous des conditions très dangereuses et tout ça. Alors, c'était évident. À partir de ça, j'ai commencé à lancer une campagne internationale. J'ai invité des autres eurodéputés, de la presse internationale, tout le monde était là, Fabien de Libération, Le Monde, Guardian, tout le monde était là. Et en même temps, j'ai commencé à filmer un documentaire sur l'affaire de 3 personnes dont je viens de mentionner. Et le titre du documentaire, c'est justement 142 ans. Et une autre fois, si Média Vivant veut, on peut le projeter ici. Le documentaire a été primé, il a gagné 2 prix, un à Paris et à Berlin, il y a quelques mois. Et bon, et maintenant, c'est comme ça que tout a commencé. Et justement, pour avoir filmé ces procès, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces procès? Qu'est-ce que ça dit sur la justice grecque et européenne? Ah bon, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé dans le procès? Le procès a été ajourné plusieurs fois, et nous venons là, nous voyageons à Lesbos tous les mois pour faire la pression, on organisait des concerts, des manifestations et tout ça. Finalement, ils sont obligés après l'ajournement pour des différents prétextes et tout ça, ils ont été obligés de commencer. Alors, le procureur a dit, pour les 2, c'était le procès de 2 Afghans qui ont été condamnés 50 ans à prison chacun. Alors, le procureur a dit, écoutez, pour ces 2 personnes, on n'a pas aucun témoignage. On n'a pas il n'y a pas d'évidence. Alors, quand le procureur de l'État dit ça, normalement, il dit ils sont acquittés. Non, il a dit. Alors, je propose d'ajourner encore une fois le procès pour trouver
Pour trouver des preuves. Des preuves contraires. Et alors, le juge décide de la journée pour 8 mois, tandis que les gens les 2 ans, étaient déjà 2 ans à prison. Ils ont commencé à pleurer, ils ont fait une bagarre, ils ne voulaient pas l'accepter et tout ça. On a filmé tout ça. Et ça, c'était... Parce qu'il y avait... Ils ont été... Finalement, on a découvert qu'ils ont été condamnés à 50 ans chacun, sans qu'il y ait aucune preuve contre eux. Il n'y avait pas aucune preuve contre eux. Et finalement, entre-temps, pendant les 8 mois supplémentaires dans la prison, un d'eux a essayé de se suicider. Finalement, il y a un happy end à la fin, parce qu'on a réussi. Mais il faut souligner, pour finir, il faut souligner une chose. La deuxième plus grande catégorie des prisonniers aux prisons grecques, ce sont des réfugiés et des émigrés. La deuxième sont 2000 personnes à ce moment-là dans les prisons grecques, et la grande majorité, sinon tous, sont innocents. N'ont rien à faire avec les trafiquants, parce que les trafiquants, comme ils savent qu'est-ce qui se passe, on l'a vu déjà, au milieu du tracé, il abandonne le bateau comme ça. Ouais. On a aujourd'hui l'impression que la criminalisation de la migration est une tendance générale dans l'Union européenne. Comment est-ce que vous analysez cette évolution-là? Vous êtes un ancien député européen, donc vous avez vu de près comment la loi se fabrique à ce niveau-là. La loi grecque ou la situation internationale, vous le dites? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on retrouve cette tendance dans plusieurs pays européens. C'est-à-dire les personnes en mouvement sont de plus en plus criminalisées, et les personnes qui leur apportent de l'aide également. Écoutez, les différents Salvini, Le Pen et Meloni gagnent plus de votes et tout ça. Et c'est pour ça que le gouvernement aussi adopte les programmes de l'extrême droite. Et c'est pour ça, à la fois, les lois, mais aussi les comportements des autorités juridiques envers eux deviennent de plus en plus durs. C'est ça. Et nous avons beaucoup de phénomènes comme ça. Stelios, on va pouvoir continuer la discussion dans quelques minutes. En attendant, vous devez retourner vous asseoir. Okay. Cette enquête, c'est plus d'1 an de travail, et nous voudrions livrer chacun un moment où nous avons compris son utilité réelle. Pour ma part, c'est justement lorsqu'a eu lieu le naufrage de Pylos. Très vite, nous apprenons en Grèce qu'il s'agit d'un véritable désastre. Je pars alors immédiatement à Kalamata, le port où sont débarqués les 104 survivants, et décharger les corps des naufragés retrouvés. Mais très vite, je comprends que les autorités sont en quête de coupables. Le moment exact, c'est quand je vois, dans les locaux des gardes-côtes, 8 jeunes assis sur des bancs dans un bureau, et j'imagine ce qui les attend. C'est justement pour ça que je me mets également à mener une enquête sur ce qui s'est réellement passé à bord du bateau. En quelque sorte, j'anticipe que les 9 migrants arrêtés
l'ont été de façon aléatoire ou sur dénonciation forcée. C'est pourquoi je vais immédiatement interviewer plus d'une dizaine de réfugiés. J'interroge des syndicalistes, des armateurs, des sauveteurs en mer pour essayer de faire éclater la réalité. Et si nous sommes capables d'anticiper, c'est parce que nous travaillons alors depuis près d'1 an sur la mécanique implacable mise en œuvre dans plusieurs pays européens, comment les capitaines des bateaux sont poursuivis comme passeurs, alors que dans l'extrême majorité des cas, ils ne sont que des passagers comme les autres. Pour ma part, j'ai envie de terminer avec les mots d'Irma Ferrer, une avocate canarienne spécialisée dans la lutte contre la corruption et qui a aussi défendu plusieurs capitaines. Elle me disait ceci: « Moi aussi, j'y croyais à cette histoire des capitaines qui seraient des criminels. C'est le récit qu'on nous assène et qu'on intègre jusqu'au moment où on regarde la réalité d'un peu plus près. C'est ce que nous avons essayé de faire avec cette enquête, regarder la réalité d'un peu plus près pour un peu mieux la comprendre et pour la dénoncer. » Merci à vous.